J'avais 19 ans, lorsque j'ai commencé à faire le compte à rebours des jours. En attendant mon 21e anniversaire. Non pas parce que j'avais hâte de devenir un adulte, mais parce que je savais que ce serait le jour où je pourrais enfin partir. Je m'appelle Ethan, et j'ai grandi dans une maison, qui semblait parfaite de l'extérieur. 2 étages, des volets blancs, un grand chêne dans la cour avant. Mais à l'intérieur, j'avais toujours l'impression de respirer l'air de quelqu'un d'autre. Comme si j'étais un visiteur, dans une maison qui ne voulait pas de moi. Mon frère, Luc, a 3 ans de moins que moi, et il a toujours été l'enfant chéri. Je ne dis pas cela, avec la jalousie d'un grand frère mesquin. Je veux dire par là qu'il aurait littéralement pu encastrer la voiture familiale dans la boîte aux lettres. Et les gens lui auraient tout de même demandé s'il allait bien. Pendant ce temps, j'ai un jour oublié de passer l'aspirateur avant le dîner. Et j'ai été puni pendant une semaine. En grandissant, j'ai appris à vivre en silence. Je ne voulais pas leur donner la moindre excuse, pour se mettre en colère. Quand j'entrais dans une pièce, le ton de la voix de mon père changeait, devenant sec et tranchant. Comme si j'étais un problème sans solution. Ma mère ne faisait pas mieux. Elle ne criait pas, mais elle avait cette façon de regarder à travers moi. Comme si j'étais l'enfant de quelqu'un d'autre, qui s'était égaré dans la mauvaise maison. Luc, en revanche, possédait ce sourire naturel, ce charisme. Et ce don pour être toujours au bon endroit, au bon moment. Il était un bébé miracle, arrivé après une série de fausses couches. Il était celui qui avait survécu. Je crois que mes parents ont décidé, à cet instant précis, qu'il était unique. Et tout le reste a disparu. Malgré tout, j'ai essayé. J'avais des notes correctes. Je ne m'attirais pas d'ennui. Je travaillais à temps partiel, en mettant en rayon dans un supermarché. Pour économiser pour l'université, car je savais qu'il ne m'aiderait pas. Chaque fois que la conversation abordait mon avenir, mon père se contentait de grogner et de dire « Tu es intelligent. Tu vas te débrouiller. » Luc, de son côté, a reçu un nouvel ordinateur portable, pour son 16e anniversaire. Sous prétexte qu'il en avait besoin pour les cours. Même s'il passait le plus clair de son temps à jouer, et à faire défiler TikTok. Je me souviens avoir demandé à ma mère, si je pouvais le lui emprunter une fois. Pour remplir mes dossiers d'inscription à l'université. Elle a répondu, demande à ton frère. Je l'ai fait. Il a dit, non. Alors, quand mon 21e anniversaire est enfin arrivé, je ne m'attendais à rien. Peut-être une carte, ou un dîner en famille. Je n'espérais même pas de cadeau. J'avais simplement besoin, je ne sais pas, d'une minute pour réaliser que j'avais survécu 21 ans. Dans une maison qui me tolérait à peine, pour sentir qu'il me voyait peut-être enfin. Mon anniversaire tombait un samedi, cette année-là. Je n'avais pas à travailler, alors je me suis levé tard, et je suis descendu. En m'attendant à ce que quelqu'un me souhaite un joyeux anniversaire. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon père dans la cuisine. En train de nouer un ruban autour d'une élégante boîte noire, et Luc qui sautillait sur place. Comme un enfant le matin de Noël. Je suis resté là, à moitié endormi, observant ce petit échange entre eux. Comme si j'étais un intrus. Ma mère a souri, et a dit, tu tombes à pic. Vas-y, Luc. Ouvre-le. Personne ne m'a regardé. Personne n'a même remarqué, que je n'avais pas encore prononcé un mot. Luc a déchiré l'emballage, et a poussé un faux halètement d'admiration. Comme s'il venait de gagner le gros lot. À l'intérieur, se trouvait une montre en argent, qui semblait très chère, avec un bracelet en cuir. Et des chiffres romains. Oh mon Dieu, papa. C'est vraiment malade, a souri Luc, en la glissant à son poignet. Maintenant, je n'ai plus besoin d'emprunter ta vieille montre. Mon père a gloussé, et lui a ébouriffé les cheveux. Eh bien, tu le mérites, mon grand. Tu as travaillé si dur, ces derniers temps. Dur. Le plus grand exploit de ce gamin, cette semaine-là, avait été de conclure avec une fille. De son cours de chimie. Je les ai fixés sans bouger, espérant que quelqu'un se souvienne. De la raison pour laquelle cette journée était importante.
Ma mère a fini par poser les yeux sur moi, et a dit, « Ethan, n'aie pas l'air si amer. Tout ne tourne pas toujours autour des cadeaux. Quand tu seras plus grand, tu réaliseras que ce qui compte, c'est ce que tu deviens, et non ce que tu reçois. » Ça m'a frappé, comme une gifle. Elle a affirmé cela avec ce ton calme et condescendant, qu'elle utilisait souvent. Quand elle essayait de paraître intelligente, comme si j'étais un gamin avide, qui ne comprenait rien. J'ai tenté d'acquiescer de la tête, mais ma gorge s'est nouée. Je croyais qu'on devait manger un gâteau, ai-je murmuré. Oh, on l'a déjà fait tout à l'heure, a fait remarquer Luc, d'un ton nonchalant. J'ai cligné des yeux. Pendant que je dormais? Vous avez mangé le gâteau sans moi. Ma mère a rapidement répondu, c'était juste un petit truc. Rien de très important. Quel nom était écrit dessus? Le silence a duré juste un instant de trop. Puis, Luc a souri et a dit, le mien? Je veux dire, c'était un effort collectif. Mais ce n'est pas ton anniversaire, à toi. Ne sois pas dramatique, a crié mon père. Ce n'est qu'un gâteau. Je voulais hurler. Je voulais jeter quelque chose. Au lieu de cela, j'ai ri. C'était un rire dur, bref, et qui ne me ressemblait pas. J'ai ri, car si je ne le faisais pas, j'allais pleurer juste devant eux. Et je ne voulais pas leur donner cette satisfaction. Luc a haussé un sourcil, comme si j'étais le fou de l'histoire. Ma mère m'a lancé un regard empreint de tristesse et de désespoir. Comme si j'avais gâché une journée, parfaitement belle. Ce soir-là, quand je suis monté dans ma chambre, je n'ai même pas allumé la lumière. Je me suis assis sur mon lit, pendant un long moment, fixant le sol, et tentant de ravaler le nœud qui serrait ma gorge. Je suis resté accroché à cette pensée, ils ne t'aimeront jamais, de la façon dont tu le voudrais. Peu importe ce que tu fais. Peu importe les efforts que tu déploies. Tu ne seras jamais Luc. J'ai finalement décidé d'agir. J'ai attrapé mon sac, et je l'ai rempli avec un sweat à capuche, une bouteille d'eau, quelques barres de céréales, et les $50 que j'avais cachés, dans une enveloppe, au fond de mon tiroir à chaussettes. Je n'avais pas de plan. Pas vraiment. Mais j'avais ma carte d'identité, un chargeur de téléphone, et les horaires de bus, que j'avais secrètement imprimés, à la bibliothèque, des semaines plus tôt. À minuit, quand la maison était silencieuse et que tout le monde dormait. Je me suis faufilé par la porte de derrière, et je n'ai pas regardé en arrière. Je pensais m'absenter, pour un jour ou deux. Peut-être rester dans le refuge, près de l'église du centre-ville. Peut-être chercher un emploi à temps partiel, ou dormir sur le canapé de quelqu'un. Si je trouvais une personne assez gentille. Je ne savais pas. Je savais juste, que je ne pouvais pas rester. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que 2 semaines plus tard, mon téléphone sonnerait, affichant un numéro que je n'avais pas vu depuis des jours. Mon père. Je l'ai laissé sonner, les 2 premières fois. Puis, à la 3e, j'ai répondu. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, sa voix a retenti, étranglée, et s'élevant à peine au-dessus d'un murmure. Ta chambre est toujours là, a-t-il dit. S'il te plaît, décroche. Dis-moi juste où tu es. S'il te plaît. J'ai senti que quelque chose avait changé. Je ne savais juste pas exactement quoi, ni pourquoi. Et la partie qui me terrifiait le plus, je n'étais pas sûr de vouloir y retourner. Je n'y suis pas retourné. Ni cette semaine-là, ni la suivante, ni après le message vocal. Mon père a rappelé, 2 jours plus tard. Cette fois, plus bas, et plus en colère. Je ne sais pas ce que tu penses prouver, Ethan. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. On ne disparaît pas, comme ça. Cette phrase m'a fait rire un peu. Ironique, étant donné que j'avais passé toute ma vie, à me sentir comme un fantôme dans ce manoir. Je suis resté loin d'eux. J'ai bourlingué. D'abord, il y a eu le refuge de l'église, suivi de cette petite chambre à louer, gérée par Lynn. Un mécanicien à la retraite, avec un cœur tendre pour les chiens errants, et les humains.
Je lui donnais ce que je pouvais me permettre, soit $130 par semaine. Pour un matelas dans un coin de son garage, qu'il avait cloisonné avec du contreplaqué. Et des rideaux. Ça sentait la graisse et le fer, et pourtant, c'était chaleureux. Et pour la première fois, je n'avais pas à suivre les règles de quelqu'un d'autre. Pour avoir le droit de vivre. J'ai obtenu un emploi à temps partiel, pour décharger des camions, dans un entrepôt d'expédition. Et je passais le reste de mon temps, à remplir des dossiers de candidature pour l'université. À la bibliothèque publique, dont les ordinateurs se déconnectaient toutes les 30 minutes. Je n'ai informé personne, de l'endroit où j'étais. Je ne voulais pas qu'ils me localisent, avant que je n'aie quelque chose à leur prouver. Mais ils ont fini par me trouver. C'est Luc, qui est arrivé le premier. Je sortais de la bibliothèque, un après-midi, quand je l'ai remarqué. Appuyé contre un véhicule qui était, de toute évidence, bien trop beau pour lui. Un nouveau modèle, avec une magnifique peinture noire, et des sièges en cuir. Il ne m'avait pas encore vu. Il jetait un œil à son téléphone, l'air de s'ennuyer. Je me suis figé. Mon premier réflexe a été de faire demi-tour et de fuir, mais la curiosité m'a cloué sur place. Il m'a remarqué une seconde plus tard, et a eu un sourire en coin. Comme si j'étais en retard pour un événement, auquel je ne savais même pas que j'étais invité. Te voilà, a-t-il dit, en glissant son téléphone, dans sa veste. Tu as une sale mine, mon frère. Merci, ai-je répondu, sans détour. Sérieusement, maman panique. Papa agit bizarrement. Tu as fait passer ton message. C'est bon. Rentre à la maison. Je ne rentre pas. Il a regardé sa montre. Allez, mec. Tu as fait ta petite crise. Maintenant. Tout le monde attend que tu reviennes en rampant, pour que les choses puissent redevenir normales. Le mot normal m'a frappé, comme une brique. Tu veux dire, la normalité où mon gâteau d'anniversaire portait ton nom, ai-je demandé. En exigeant une explication. Ce genre de normalité? Il a haussé les épaules, comme si j'avais parlé de la pluie et du beau temps. C'était juste un malentendu. Tu prends toujours tout trop au sérieux. Il ne pensait pas à mal. Tu as raison, lui ai-je dit. Il ne pense jamais à mal. C'est bien ça, le problème. Son sourire s'est effacé. Écoute, je ne sais pas quel genre d'histoire larmoyante tu te racontes. Mais tu n'es pas le seul à avoir des problèmes, d'accord? Tu ne me vois pas m'enfuir. Non, lui ai-je répondu. Toi, tu vois juste le monde se plier en quatre, pour s'assurer que tu n'aies pas à le faire. Ça a fait mouche. Sa mâchoire s'est crispée. Peu importe. Sache juste que, quand tu te décideras enfin à revenir. Ne t'attends pas à une fanfare. Ils se sont mis en quatre, pour essayer de te joindre. J'ai hoché la tête, lentement. Ouais. Est-ce qu'ils t'ont dit, ce qu'ils ont dit le soir où je suis parti? Il n'a pas répondu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent. Dis-leur que je vais bien, ai-je déclaré, en m'éloignant. Et s'ils sont vraiment si inquiets, ils peuvent arrêter d'appeler mon numéro. Et commencer à réfléchir, à la raison pour laquelle j'ai cessé de décrocher. Après une semaine ou deux, j'ai commencé à avoir moins de nouvelles d'eux. Plus de messages vocaux, ni de SMS. J'ai supposé qu'ils avaient abandonné, et qu'ils étaient passés à autre chose. Transformant très probablement ma chambre en espace de stockage, en mini-salle de sport. Ou en n'importe quel projet qu'ils pourraient imaginer, pour combler le silence. Je pensais que c'était la fin de l'histoire, jusqu'à ce que je reçoive un email. Pas de mes parents, mais de ma conseillère d'orientation du lycée, Madame Duro. Il était bref et inconfortable, comme si elle ne savait pas trop. Si elle devait se montrer inquiète, ou polie. Elle a exprimé son souhait que je sois en sécurité, et en bonne santé. Mais elle tenait à m'informer que mes relevés de notes avaient été demandés, puis annulés. Selon le système, mes parents ont appelé l'école. Et les ont informés que je n'irais pas à l'université, et que toute communication ultérieure concernant mes candidatures devait être annulée. Je suis resté assis là,
dans la bibliothèque, à fixer l'écran sans respirer. Je l'ai relu, puis une troisième fois. Ils essayaient de m'éliminer. J'ai contacté l'école immédiatement, le pouls battant la chamade, et heureusement. Madame Duro a répondu. J'ai tout expliqué. Elle a vérifié l'information, en s'excusant, mais il était évident qu'elle n'avait pas entendu toute l'histoire. J'ai passé les 2 jours suivants à démêler ce chaos. Et à m'assurer que mes candidatures n'étaient pas compromises. Plusieurs dates limites étaient déjà passées. J'ai laissé passer une offre de bourse, pour laquelle j'avais de réelles chances. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de repasser l'email dans ma tête, en pensant: quel genre d'individu fait tout son possible, pour étouffer le potentiel de son propre enfant? Ce n'était plus une question de contrôle. C'était du sabotage. Je ne cherchais pas à me venger. Pas encore. Ce que je voulais, c'était disparaître si complètement de leur histoire, qu'un jour, ils auraient à expliquer à quelqu'un pourquoi leur fils aîné n'était jamais rentré à la maison. Mais le destin avait d'autres plans. Car 1 mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste, une vraie lettre. Avec du papier et une enveloppe, sans adresse d'expédition. Seulement mon nom, écrit avec l'écriture de mon père. À l'intérieur, il n'y avait aucune excuse. Il y avait une liste, une véritable liste à puces, des choses que je devais accomplir avant que nous puissions envisager mon retour à la maison. Elle contenait des perles telles que: arrête de blâmer les autres pour ton malheur. Excuse-toi d'être parti, et d'avoir ignoré ta famille. Reconnais les sacrifices que nous avons faits pour toi. Comprends que nous faisons ce que nous faisons, par amour. Je l'ai lu en silence. Puis, j'ai ri, car que pouvais-je faire d'autre? Ce n'était pas une lettre. C'était un contrat. Une énième méthode pour faire de moi le problème, une technique pour m'attirer à nouveau dans ce cycle de culpabilité, de responsabilité, et de performance. Je l'ai froissé, je l'ai jeté à la poubelle, et je me suis dit, pour la énième fois, que j'en avais terminé. Mais ensuite, est arrivé un moment qui a tout changé. C'est arrivé au début du printemps. J'avais commencé à faire plus d'heures à l'entrepôt pour économiser pour l'université communautaire. Quand Lynn est entré dans le garage, un soir, avec un gros colis. Il a déclaré que quelqu'un était passé plus tôt, avait demandé si Ethan vivait ici. Et l'avait remis sans rien dire. Je l'ai ouvert, doucement. À l'intérieur, se trouvait une véritable lettre officielle, provenant d'un cabinet d'avocats. Elle indiquait que j'étais retiré, en tant que personne à charge, des dossiers fiscaux de mes parents, et ce de manière rétroactive. Que je n'étais plus considéré comme un membre de leur foyer, et que j'avais jusqu'à la fin du mois pour récupérer toutes les affaires personnelles restantes sur leur propriété, avant qu'elles ne soient jetées, à la discrétion du propriétaire. Il y avait un post-it attaché. La seule chose qui y était écrite, c'était: voilà à quoi ressemblent les conséquences. Signé Maman. C'est là que le déclic s'est produit. J'ai senti quelque chose, à l'intérieur de moi, se durcir et se solidifier. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était même pas de la tristesse. C'était de la clarté. Ils ne voulaient pas seulement me blesser. Ils essayaient de m'éliminer. Et s'ils voulaient jouer à ce jeu-là, ils n'avaient aucune idée de la personne que j'allais devenir. Je n'ai pas parlé pendant 2 jours, après avoir reçu la lettre. Lynn l'a remarqué. Il ne m'a pas poussé à bout. Il a juste fait glisser un sandwich supplémentaire, sur l'établi, pendant le déjeuner, et a dit: quoi que ce soit, gamin, ça ne durera pas éternellement. Pas si tu ne le laisses pas faire. J'ai hoché la tête, mais je ne l'ai pas cru. Toucher le fond ne ressemble pas nécessairement à une chute catastrophique. Parfois, c'est simplement silencieux, une douleur profonde qui reste dans votre poitrine. Et ne disparaît jamais. C'est rentrer chez soi après un double service, les doigts douloureux, les bottes trempées. Et réaliser qu'on n'a pas de maison, seulement un garage sans isolation. Et un rideau en guise d'intimité.
À 3 heures du matin, c'est être assis, dans cette pièce glaciale. Avec la capuche tirée sur le visage, vous réalisez que votre famille vous a rayé de la carte. Comme un mauvais investissement. Ils n'en avaient pas tout à fait fini avec moi. Ils m'ont puni pour être parti. Je n'avais même rien qui justifie mon retour. Quelques vêtements, et une étagère de livres que j'avais accumulés, au fil des ans. Ma guitare, si elle n'avait pas déjà été vendue, ou jetée. Mais même ainsi, je me sentais vide, de savoir que mon nom, mon espace, et mon existence dans cette maison, étaient effacés, comme si j'étais une tache sur leur image de famille parfaite. Le pire, c'est que j'ai failli craquer. Cette semaine-là, j'ai raté 2 gardes. Je n'ai pas répondu, quand Lynn a frappé. Je n'ai pas vérifié mes emails, je n'ai pas beaucoup mangé, ni dormi. Je suis resté allongé là, à écouter le vent souffler contre la porte du garage. En me demandant ce que j'allais bien pouvoir faire, maintenant. Mais ensuite, une chose toute bête m'a sauvé. Un livre? Non, pas n'importe quel livre. Mon livre. Je pensais l'avoir perdu, pendant le déménagement. Il était enfoui au fond de mon sac à dos. Un exemplaire corné de Voyage au bout de la solitude de Jon Krakauer. Je l'avais déjà lu 3 fois. Mais cette nuit-là, je l'ai feuilleté, et je suis tombé sur une phrase que j'avais soulignée à l'encre rouge, des années auparavant, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Ça aurait dû me faire du mal. Au lieu de cela, ça m'a fait me redresser, car j'ai réalisé que j'essayais de partager ma vie avec des personnes qui n'en voulaient pas. Je continuais à distribuer des morceaux de moi-même, en espérant que quelqu'un me dise « Nous te voyons. Tu comptes. » Mais ils ne l'ont jamais fait. Ce n'est pas la famille dans laquelle je suis né, et je ne pouvais pas les changer. Je ne pouvais que me changer moi-même. Le lendemain matin, je suis retourné au travail. Je me suis excusé auprès de mon patron, pour les gardes manqués. Et je me suis porté volontaire pour prendre le poste de nuit, pendant les 2 semaines suivantes. Afin de compenser. Il n'a posé aucune question, a juste grogné, et m'a tendu un badge, pour le personnel de nuit. La tâche était plus ardue, avec des cartons plus lourds et des nuits plus froides. Mais ça m'était égal. J'en avais besoin. Ce fut le début de ma reconstruction. Silencieuse, sans complications, et surtout, la mienne. Au cours des 6 mois suivants, j'ai trouvé mon rythme. Me réveiller, travailler, lire, dormir, et recommencer. J'ai commencé à économiser, le moindre dollar supplémentaire. Pour réduire ma facture de téléphone, j'ai téléchargé des applications de gestion de budget. Éliminé les dépenses superflues, et j'ai même cessé d'utiliser mes données mobiles. Lynn l'a remarqué, et a commencé à me confier plus de tâches. Afin que j'obtienne un crédit sur mon loyer. Parfois, il me glissait un billet de 20 $, et prétendait que c'était pour les courses. Comme si je ne venais pas de nettoyer l'intégralité du moteur de son véhicule. J'ai de nouveau postulé pour l'université communautaire, cette fois sans le soutien de mes parents. Et j'ai payé les frais de candidature, par mes propres moyens. J'ai fondu en larmes, après avoir soumis un essai brutalement honnête. Je n'ai rien édulcoré. J'ai parlé du fait de grandir en étant invisible, de la façon dont le silence peut parler. Plus fort que les mots, et de la façon dont on peut se créer de toutes pièces. Quand personne ne vous donne les outils pour le faire. Les choses ont commencé à changer, progressivement. Un soir, alors que je récurais le sol de l'entrepôt, j'ai entendu 2 employés de la logistique qui râlaient à propos d'une erreur de logiciel d'expédition. J'avais appris un peu de codage, grâce à un cours en ligne que je suivais. Rien de très important, juste un cours gratuit de Python. Mais j'ai tout de même proposé une solution. Ils l'ont d'abord ignoré, mais 2 jours plus tard, l'un d'eux m'a pris à part, et a dit, « Eh, ce truc dont tu as parlé, ça a marché. » Avant même de m'en rendre compte, j'étais devenu, officieusement, le gars que les gens allaient voir, quand leurs ordinateurs plantaient. Ou quand leurs imprimantes devenaient folles. Je n'ai pas obtenu de promotion, ni de titre, mais les gens ont commencé à retenir mon nom.
à me remercier, et à me voir. C'était un sentiment étrange, le genre de bizarrerie qui vous pousse à vous asseoir un instant. Et à penser, peut-être, que je ne suis pas qu'un simple bruit de fond. Mon premier triomphe significatif s'est produit au début de l'été. J'ai reçu un email de l'université communautaire. J'étais accepté, et avec une bourse, en prime. Pas une bourse complète, mais assez pour couvrir les frais de scolarité. Si je continuais à travailler à temps partiel. Je me souviens d'avoir fixé l'ordinateur, répétant le mot « félicitations » encore et encore. Comme s'il risquait de disparaître, si je clignais trop fort des yeux. Lynn m'a permis d'utiliser sa cuisine, ce soir-là, pour préparer un gâteau en boîte. Il était asymétrique et un peu brûlé, mais ça m'était bien égal. J'ai utilisé du glaçage bleu, pour écrire mon nom dessus. Ethan, juste Ethan. Il n'y a pas eu de fête collective, ni de bougies oubliées, ni de leçons de morale. C'était juste moi. Ce garage délabré était la première chose que j'avais jamais construite, de mes propres mains. Je n'ai pas appelé mes parents. Je ne leur ai rien dit. Mais je me suis dit qu'ils finiraient par le découvrir, car les gens parlent. Surtout dans notre ville. Et en effet, un jour, au supermarché, je suis tombé sur une ancienne voisine, Madame Langford. Une douce dame qui avait l'habitude de me glisser des biscuits, quand ma mère avait le dos tourné. Quand elle m'a repéré, elle a fait un grand sourire, et a dit, « J'ai entendu dire que tu allais à l'université. Ta mère doit être si fière. » J'ai juste hoché la tête, et j'ai marmonné, « Ouais, elle doit l'être. » Mais je savais qu'il en était autrement. Ils n'étaient pas fiers. Ils étaient probablement contrariés de voir que j'avais réussi sans eux, et ça m'allait très bien. Puisque leur approbation n'était plus la monnaie dont j'avais besoin. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur le répondeur. C'était ma mère. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a simplement dit, « Nous avons entendu la nouvelle. Pour les études. Je suis heureuse que tu ailles bien. Et j'espère que tu te souviendras de là où tu viens. » J'ai écouté cette phrase 5 fois, comme si j'étais un chien égaré. Qui devait retourner à sa niche. Mais je ne me suis pas senti en colère. Je me suis senti libéré. À la fin de l'été, j'ai quitté le garage de Lynn. J'ai trouvé un appartement en colocation, près de l'université, avec 2 colocataires. Qui restaient dans leur coin et ne posaient pas de questions. J'ai commencé les cours, et j'ai décroché un poste informatique à temps partiel. Au service d'assistance de l'école. Ce n'était pas prestigieux, mais ça payait les factures. Et progressivement, j'ai commencé à construire quelque chose qui ressemblait à une vie. J'avais encore des blessures émotionnelles. Je tressaillais toujours, chaque fois que les gens élevaient la voix. Je doutais encore des compliments. Je me surprenais encore à m'excuser pour l'espace que j'occupais. Mais j'apprenais. La guérison n'est pas bruyante. Elle n'est pas toujours dramatique. Parfois, c'est aussi simple que de boire un café dans une pièce silencieuse. Et de réaliser que l'on n'a plus peur d'être remarqué. Un soir, j'ai ouvert un carnet neuf, et j'ai noté une liste de réalités. De choses que j'avais apprises, de choses que personne ne pourrait m'enlever. Tout en haut, j'ai ajouté, « Tu n'as pas besoin de permission. Pour devenir quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé. » Et juste en dessous, « Ta valeur ne se mesure pas. À la déception de quelqu'un d'autre. Tu peux recommencer à zéro. Même quand ils disent que tu ne le peux pas. » La famille. Ce n'est pas ceux à qui tu es lié par le sang. Ce sont ceux qui te soutiennent en silence. J'ai fermé le carnet, j'ai éteint la lumière, et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait. Depuis des années. Mais j'aurais dû savoir que ce n'était pas fini. Car juste au moment où je me croyais enfin libre, il s'est passé quelque chose. Qui m'a ramené en plein dedans. Tout a commencé par une demande de message. Tard une nuit, je révisais mes notes pour un examen partiel imminent. Assis sur le sol de mon appartement, avec un burrito à moitié mangé.
Et 3 onglets ouverts sur le dépannage d'ordinateurs portables. Madame Langford, l'ancienne voisine de mes parents. Celle dont le jardin débordait autrefois sur notre arrière-cour. Était toujours gentille mais distante, amicale de la façon dont le sont les voisins de banlieue. Je n'avais pas utilisé Facebook depuis des mois, voire plus longtemps encore. Et je n'avais gardé le compte ouvert, qu'en cas d'urgence ou de vérification d'identité. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, et le message était très simple. Salut, Ethan. Je ne savais pas trop si je devais te dire quelque chose. Mais j'ai pensé que tu avais le droit de savoir. Tes parents ont mis en vente ta maison d'enfance. Et le panneau a été installé, cette semaine. J'espère que tu vas bien. J'ai fixé le message, puis je l'ai relu. La maison était à vendre. Notre maison. Pendant une seconde, je n'ai rien ressenti, juste un grand vide. Puis, quelque chose a vacillé. Pas tout à fait de la tristesse, pas tout à fait de la colère, mais autre chose. Quelque chose de plus vif, de plus froid. J'avais toujours supposé qu'il finirait par vendre. Qu'une fois que Luc aurait obtenu son diplôme, ou aurait déménagé, il prendrait plus petit. Ou s'installerait dans une de ces résidences sécurisées, avec des règles strictes de copropriété. Mais le fait que ce soit maintenant, après tout ce qui s'était passé. Après m'avoir coupé les vivres. Après avoir fait comme si je n'avais jamais existé, il y avait quelque chose, dans ce timing, qui ne me semblait pas normal. Alors, j'ai fait ce que ferait n'importe quelle personne, raisonnablement curieuse. J'ai ouvert Zillow. Il ne m'a pas fallu longtemps, pour trouver l'annonce, qui affichait une photo lumineuse et surexposée, de notre porche d'entrée. Les volets blancs étaient nettoyés. Le vieux chêne projetait toujours une ombre de travers, sur la pelouse. Et la description était pompeuse, et fausse, une charmante maison familiale. Avec beaucoup de cachets, entretenue avec amour pendant plus de 2 décennies, avec 4 chambres. Des finitions sur mesure, et située dans un quartier calme. J'ai fait défiler les photos, le salon, la cuisine, la chambre principale, et la chambre 1. Et j'ai cliqué. Mon souffle s'est coupé. Ils avaient transformé ma chambre, ensuite d'invité, avec des murs aux couleurs neutres. Une literie beige, et des impressions d'art génériques, sur les murs. Toute trace de moi, avait disparu. Pas d'affiche, pas de bureau, pas d'étagère, aucune indication que quelqu'un avait passé 18 ans. À grandir dans cet espace, comme si je n'avais jamais existé. Il ne m'avait pas seulement poussé vers la sortie, il m'avait effacé. C'est alors que l'idée a commencé à germer. Ce week-end-là, j'ai emprunté une chemise à col à mon colocataire. J'ai imprimé une fausse lettre de préapprobation, en utilisant un modèle gratuit en ligne. Et j'ai réservé une visite, via le site immobilier, en utilisant une fausse adresse Gmail. Je ne cherchais pas la vengeance, à ce moment-là, mais plutôt de la curiosité. Je ne savais pas à quoi m'attendre, quand je me suis garé sur le trottoir, dans une voiture empruntée. Peut-être à une vague d'émotion, de nostalgie, ou d'amertume, mais pour l'essentiel. Je me sentais juste engourdi. Le porche a grincé comme avant, et la porte d'entrée avait toujours, cette égratignure près du bas. Là où j'avais un jour essayé, de faire entrer un chat errant. Et l'agent immobilier, une femme enjouée nommée Sacha, avec des dents trop blanches, n'avait aucune idée, qu'elle marchait dans un champ de mine. Donc, les vendeurs sont très motivés, a-t-elle gazouillé, cherchant à conclure rapidement. Ils ont déjà déménagé la plupart de leurs affaires personnelles. Et cherchent à réduire leur surface, maintenant que leur plus jeune fils est parti à l'université. J'ai hoché la tête poliment, la laissant me guider, de pièce en pièce. J'écoutais à peine. Mon attention se portait sur les murs, sur les espaces, sur l'énergie, et sur l'absence béante de ma propre personne. Quand nous sommes arrivés dans l'arrière-cour, j'ai fait une pause. La clôture était plus récente. Luc avait dû aider à la construire, ou du moins, prendre la pose pour une photo. Pendant que quelqu'un d'autre faisait le travail. La cabane dans l'arbre, que j'avais construite avec mon oncle quand j'avais 12 ans. Et que j'avais encore de l'espoir, avait disparu, elle avait été démolie.
Je vous laisse une minute, a dit Sacha, sentant quelque chose, dans mon silence. J'ai hoché la tête, et j'ai marché vers la clôture du fond, en gardant mes mains dans mes poches. Pour les empêcher de trembler. Ce soir-là, je suis resté assis dans ma voiture, bien après que le moteur ait refroidi, et j'ai su que ce n'était plus seulement de la curiosité. C'était la guerre. Il voulait faire comme si je n'avais jamais existé, ce qui me convenait très bien. Alors, j'allais m'assurer que le monde entier sache exactement qui j'étais, et que c'était eux qui m'avaient perdu. Je ne voulais pas brûler la maison. Ça aurait été trop facile, trop rapide. Je voulais quelque chose de plus lent, de plus intelligent, et de plus permanent. Alors, j'ai commencé à planifier. La première étape, c'était la recherche, et j'ai passé la semaine suivante à fouiller dans les registres de propriété, pour voir à qui appartenait la maison. Et quelle était leur situation financière. En utilisant quelques bases de données, accessibles au public. J'ai découvert quelque chose d'intéressant. L'hypothèque n'était pas remboursée, et ils avaient quelques mois de retard. Ce qui soulevait des questions, sur les raisons de leur vente. J'ai gardé cette information, de côté. J'ai appelé Milo, un ancien camarade de lycée, qui dirigeait autrefois un club d'informatique. Et qui travaille maintenant en freelance, dans la cybersécurité. Nous n'étions pas proches, mais je savais deux choses sur lui, il détestait les harceleurs. Et il me devait une faveur, datant d'il y a des années, quand je l'avais couvert. Lors d'une accusation de plagiat. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un café, et je lui ai exposé une version de l'histoire. Pas la totalité, mais les points principaux. De quoi as-tu besoin, a-t-il demandé. J'ai besoin d'accéder aux dossiers immobiliers, aux éventuelles déclarations des vendeurs. Et à toute correspondance que je pourrais découvrir. Je veux savoir ce qu'ils cachent. Milo a fait craquer ses jointures. Donne-moi 48 heures. Il a fini en 36. Mes parents avaient mis la maison en vente, sans divulguer un problème de plomberie majeur. Qui avait commencé dans le sous-sol, et dont la réparation pourrait coûter des milliers de dollars. Les documents étaient falsifiés et non seulement trompeurs, mais également illégaux. J'ai sauvegardé chaque fichier, imprimé des copies, et mis en ligne des sauvegardes. Sur un stockage cloud crypté. Les preuves étaient là, mais je ne voulais pas tout faire éclater, d'un seul coup. Entre-temps, j'ai contacté le bureau administratif de l'université, pour confirmer quelque chose. Sur lequel je travaillais discrètement, depuis des mois. J'étais éligible, pour être transféré dans un programme de bourse d'études complète. En raison de ma moyenne, et de mes contributions dans le cadre de mon contrat d'alternance. Et il m'avait invité, à prendre la parole lors de la réunion de rentrée de l'automne. En tant qu'étudiant de première génération. C'est à ce moment-là, que l'idée m'a frappé. Et si je les invitais? Pas directement, bien sûr, mais s'ils me voyaient debout, sur une scène. Tenant un certificat de bourse, présenté à un public, comme quelqu'un qu'ils avaient abandonné? Et si, à peu près au même moment, les acheteurs de leur maison se rétractaient? Et que quelqu'un dénonçait, leurs documents frauduleux? Et si tout ce sur quoi ils avaient bâti leur image, commençait à se fissurer? Pas parce que j'aurais crié, mais parce que j'aurais réussi, parce que j'aurais souri. Et qu'ensuite, j'aurais clairement montré, qu'ils n'avaient jamais fait partie du voyage. C'était ça, le plan. Et je n'avais pas encore fini. Il me restait une dernière carte à jouer, un nom, Luc. Il était toujours leur enfant chéri, leur fierté et leur joie. Mais je savais sur lui, des choses qu'ils ignoraient. De vieilles captures d'écran, des messages qu'il avait envoyés, depuis l'iPad fourni par l'école. Quand il avait 17 ans. Où il plaisantait sur le fait d'emprunter de l'argent dans le portefeuille de mon père. Et de mettre ça, sur le dos de la femme de ménage. Je ne m'étais encore servi de rien, mais je le ferais, s'ils insistaient. Car je n'avais pas besoin de ruiner leur vie. J'avais juste besoin qu'ils me regardent construire la mienne, sans eux brique par brique. Discours après discours. Des remarques sur des heures de travaux d'intérêt général non effectués. Et sur le fait qu'un ami avait signé les feuilles de présence,
semblaient mineures. Jusqu'à ce qu'elles soient regroupées et remises à un comité d'admission universitaire. Et puis, quand le moment a été bien choisi, j'ai lâché l'allumette. De manière silencieuse, contrôlée, indéniable, et je me suis éloigné. Ni amer, ni brisé, juste libre. Je ne voulais pas que la fin soit bruyante, ni faire une scène, ni piquer une crise. Mais je la voulais calme, mesurée, comme on pose la dernière pierre, sur une tombe. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Le premier domino à tomber fut la vente de la maison. J'ai soigneusement tout chronométré, j'ai attendu que les acheteurs soient passés par l'inspection. Le financement, et toutes ces longues étapes, et ensuite, je leur ai envoyé un petit colis anonyme. Via un service d'expédition tiers, qui garantissait l'absence d'adresse de retour. La clé USB contenait des images, du sous-sol inondé, causées par la vieille pompe de puisard. Des captures d'écran des documents de divulgation frauduleux, et un message manuscrit, qui disait « Cette maison a un secret. Les vendeurs ne l'ont pas réparé. Au lieu de cela, ils l'ont dissimulé. Si vous signez le contrat, le problème sera le vôtre. Réfléchissez-y à 2 fois. Interrogez l'agent sur la pompe de puisard. Et regardez ce qui se passe. » Les conséquences ont été immédiates. Mes parents, qui étaient déjà en retard sur leur hypothèque, étaient sur le point de faire face à une saisie, s'ils ne trouvaient pas un nouvel acheteur à temps. Mais ils ne pouvaient pas truquer la paperasse cette fois-ci. Car le problème de plomberie avait été légalement et publiquement signalé. 3 jours plus tard, la maison a disparu de Zillow, et l'annonce a été retirée. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt, après ça. J'ai juste regardé. Pendant ce temps, j'ai dit oui au discours de rentrée. Et l'école avait pris des dispositions pour qu'une équipe de journalistes locaux en filme des parties, pour un reportage sur les réussites communautaires. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit grand-chose, juste un créneau de 5 minutes. Dans un journal télévisé endormi du dimanche. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'était l'article. Quelques jours après la réunion, quelqu'un du conseil d'administration de l'université de la ville m'a contacté et a demandé s'il pouvait publier mon histoire sur leur site web. J'ai dit oui, en m'attendant à un petit paragraphe, mais ils ont publié un profil complet. Une interview avec photos, et tout le reste. Du fond du trou au tableau d'honneur, le voyage d'Ethan Lane, de l'abandon au triomphe académique. C'était un peu trop dramatique, pour être honnête, mais c'était réel, et ça s'est répandu. Les gens l'ont partagé. D'anciens camarades de classe, des professeurs, des voisins, et finalement, mes parents. Je l'ai découvert grâce à un commentaire Facebook de seconde main, que quelqu'un a capturé. Et m'a envoyé par SMS. Cet article est rempli d'exagérations. Certains enfants ne se rendent tout simplement pas compte des sacrifices que leur famille fait pour eux, a dit ma mère. Passif-agressif, suffisamment anonyme pour paraître discret, mais c'était indubitablement sa signature. Elle paniquait, et je n'avais pas encore fini, car Luc, l'enfant prodige, venait de commencer à postuler, pour intégrer de nouveaux établissements. Et j'avais toujours ses captures d'écran. Je ne voulais pas ruiner son avenir, mais je voulais quand même tirer un coup de semonce. J'ai donc envoyé un bref email anonyme, au bureau des admissions de l'école qu'il visait, contenant seulement quelques lignes sur des dossiers de travaux d'intérêt général falsifiés. Une trace suspecte de feuilles de présence, et un historique de négligence académique. J'ai joint 3 anciennes captures d'écran, de lui en train d'en plaisanter, et j'ai signé. Pour l'intégrité de votre programme académique. Peu importait qu'ils y donnent suite, ou non. Ce qui comptait, c'était que Luc allait rencontrer de nouvelles personnes. Et ne se sentirait plus jamais intouchable. Maintenant, voici ce à quoi je ne m'attendais pas. Ils sont venus me voir séparément, plutôt qu'ensemble. D'abord, c'est mon père qui est arrivé au bureau d'assistance de l'université, un mardi matin. Les yeux injectés de sang, la cravate lâche, le visage fatigué. « Ethan, a-t-il commencé. Il faut qu'on parle. » Je l'ai regardé, calmement et avec assurance.
Tu veux dire, maintenant que la maison est invendable. Et que les candidatures de luxe s'effondrent, ai-je dit, doucement. Il a cligné des yeux, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je l'avoue. Nous ne savions pas que les choses avaient empiré à ce point, m'a-t-il dit. Tu as fait passer ton message. C'est bon, on a compris. Non, ai-je répondu, vous n'avez pas compris. C'est bien pour ça, qu'on en est arrivé là. Il a essayé à nouveau. On peut réparer ça. Peut-être. Reviens à la maison, peut-être. Discutons de tout ça. J'ai souri, un petit sourire froid. Il n'y a pas de maison, ai-je dit. Vous avez brûlé ce pont, et vous en avez vendu les cendres. Puis je me suis retourné, et je suis parti. Il ne m'a pas suivi. 2 semaines plus tard, ma mère m'a envoyé une lettre. Pas d'enveloppe, juste un morceau de papier glissé sous la porte de mon appartement. Au milieu de la nuit. Ethan, je réalise maintenant que nous avons commis des erreurs. Mais tu es trop dur. Nous punir de cette façon, ne te rend pas meilleur que nous. S'il te plaît. Nous sommes ta famille. Maman. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai essayé quelque chose de différent. Je lui ai envoyé une simple photo par email. Je me tenais devant la banderole de l'université, portant mon prix de bourse, en souriant. J'ai ajouté au verso, voilà, à quoi ressemblent les conséquences. C'est la dernière communication, que je leur ai jamais envoyée. Depuis lors, la maison a été saisie. Luc a été transféré, mais pas dans l'école qu'il préférait, et mes parents ont déménagé. Dans une maison de location plus petite et plus vieille, à 2 comtés de là. Avec une pelouse dont ils ne montrent pas les photos. Moi, de mon côté, je vais bien. J'ai obtenu mon diplôme, avec mention. J'ai commencé à travailler, avec un groupe qui aide les jeunes de première génération. À s'orienter à l'université, sans l'aide de leur famille. Je sers de mentor à des enfants, qui se sentent invisibles, tout comme je l'étais. J'ai un nouvel appartement, un chiot, un frigo plein, et des amis qui m'ont choisi. Et je n'ai plus jamais eu besoin, de regarder en arrière. Ma vengeance, n'a pas été bruyante. Elle n'est pas venue, avec des claquements de porte ou des disputes hurlantes. Elle est arrivée, comme une brise silencieuse, par des progrès inexorables. Et avec ce genre de succès, que l'on construit brique par brique, pendant que tous les autres s'attendent à un effondrement. La meilleure chose dans tout ça, c'est qu'ils passeront le reste de leur vie à faire semblant de n'avoir pas perdu un fils, tandis que je passerai le reste de la mienne à ne plus jamais avoir besoin d'eux. Je n'étais pas la déception de cette maison. J'étais l'artiste de l'évasion. Et ils ne s'en sont jamais rendus compte.